chers élèves, dans cet espace d'apprentissage. Je me présente, je suis Morjane Naïfar, professeure de français au lycée Taïb Mhiris Fax 1. Comme vous le savez, il nous reste pour ce trimestre 2 modules à aborder. En ce qui me concerne, je vous présente le module numéro 4, inscrit dans le domaine Regard sur la société d'aujourd'hui et intitulé « À la lumière de la raison ». Je vous rappelle que le travail autour de ce module « À la lumière de la raison » est conçu et élaboré en collaboration avec ma collègue, Madame Sondarqiq, professeure de français au lycée Hedi Shakers Fax 1. On doit l'encadrement pédagogique à notre inspecteur, M. Mounir Dammaq. Notre séance d'aujourd'hui portera sur 2 activités. La première activité sera consacrée à la présentation du thème, à la sensibilisation au thème, au cours de laquelle on va explorer le lexique relatif au thème et les sujets pertinents possibles à aborder pour un enrichissement lexical et sémantique et pour un élargissement des idées et de la culture générale, toujours en rapport avec le module. La deuxième partie de notre séance d'aujourd'hui portera sur l'explication d'un texte qui figure dans vos manuels. Donc, prière, chers élèves, d'avoir vos livres avec vous pour pouvoir suivre la lecture et l'explication du texte. Nous passons maintenant à la première étape de notre leçon, la présentation du thème. Donc, on va prendre comme support pour présenter notre thème et pour sensibiliser ou pour faire la sensibilisation à notre thème, le titre du centre d'intérêt à la lumière de la raison. Donc, le titre est une expression composée de 2 mots clés, à savoir lumière et raison. On commence par le premier mot, lumière. La lumière est un terme amélioratif qui signifie l'éclairage, l'éclat, la luisance, la lueur, c'est-à-dire tout ce qui permet aux yeux de percevoir les choses clairement. Et c'est le premier sens du mot, le sens concret du mot. Mais la lumière éclaire aussi l'esprit et le cœur. On parle dans ce sens de la lumière qui éclaire l'esprit des prophètes, mais la lumière éclaire aussi le cœur et l'esprit. Et elle se trouve dans toutes les philosophies et dans toutes les religions. On rappelle dans ce sens la lumière de la révélation qui permet aux prophètes de comprendre le message de Dieu, le message divin. On rappelle aussi l'allégorie de la caverne, où Platon illustre l'itinéraire du philosophe qui se libère des ténèbres de l'ignorance pour accéder à la lumière, c'est-à-dire pour accéder au savoir. Par ailleurs, on ne peut parler de lumière sans évoquer les lumières, c'est-à-dire tout ce que l'humanité a acquis au cours de son histoire. Ainsi, on pense au siècle des Lumières, aux philosophes des Lumières. Ce siècle appelé aussi l'âge de la raison, où la lumière de la raison s'oppose aux ténèbres et à l'obscurantisme du Moyen-Âge. Et dans ce contexte, et par opposition à l'ignorance et à l'obscurantisme, la lumière signifie le savoir, la connaissance, l'instruction, la culture, la science, l'érudition, les doctrines, c'est-à-dire tout ce qui provient de la raison. Et nous passons maintenant à étudier le terme raison. Alors, la raison signifie la cause, l'origine, l'argument, le jugement, l'intelligence, la pensée, la sagesse. Il faut noter ici que ces termes ne sont pas des synonymes, c'est-à-dire que le mot raison est un terme polysémique et son sens dépend du contexte de son usage. Alors, je vous présente maintenant les dérivés du mot raison. Nous avons les verbes raisonner, rationaliser, les adjectifs raisonner, raisonnable, rationnel. Nous avons les noms raisonnement, rationalité, rationalisation, rationalisme et les adverbes raisonnablement, rationnellement. On note là aussi que ces termes
ont différentes acceptions et que seul le contexte en détermine le sens, même s'ils appartiennent à la même classe grammaticale. Je vous invite ici d'essayer d'utiliser ces termes dans des phrases pour distinguer leur sens dans différents contextes. Je vous présente maintenant la définition du mot raison dans le Grand Robert et Larousse. Ces définitions dans le contexte de notre module. La définition du mot raison en rapport avec le contexte de notre module. Donc, selon le Grand Robert, raison, du latin ratio, désigne le calcul ou la faculté de calculer, de compter, de raisonner, d'organiser, d'ordonner. Ratio est employé aussi pour traduire le terme grec logos, qui est à la fois raison et langage. Selon Larousse, la raison est la faculté propre à l'homme, par laquelle il peut connaître, juger et se conduire selon des principes, par opposition à l'instinct, ou encore l'ensemble des principes, des manières de penser permettant de bien agir et de bien juger. Ainsi, la raison est la faculté pensante et son fonctionnement chez l'homme, ce qui permet à l'homme de connaître, de juger et d'agir conformément à des principes. Associée au terme lumière, la raison est souvent employée dans deux contextes différents. Voici le premier contexte. La raison signifie l'intelligence, l'intellect, l'esprit, le cerveau, la pensée, la rationalité, la compréhension, la conception, le savoir, la connaissance. Donc, tout ce qui réfère à cette faculté qui a permis à l'humanité de réaliser le progrès et le développement, notamment le développement technologique, le développement scientifique et biologique. On peut citer à ce propos quelques exemples de progrès réalisés grâce au génie humain, tels que les progrès de la médecine, les vaccins contre les maladies contagieuses, le dépistage précoce, les manipulations génétiques, les inventions technologiques, la révolution informatique, l'exploration de l'énergie renouvelable, l'usage de l'énergie nucléaire dans le domaine médical. Deuxième contexte. Dans le deuxième contexte, la raison signifie la maturité, la prudence, la conscience, la sagesse, le discernement, la lucidité, la clairvoyance, la prévoyance, c'est-à-dire cette capacité de distinguer les mérites, c'est-à-dire les avantages, et les dérives, les inconvénients des actions humaines, et même de remédier à ces erreurs. On peut citer à ce propos les efforts pour la protection de l'environnement et des espèces animales rares, l'usage des sources d'énergie renouvelables comme le soleil et le vent. C'est encore cette volonté de partager les valeurs humaines universelles telles que la justice, la tolérance, l'égalité, l'émancipation, la solidarité. On rappelle dans ce contexte les valeurs sociales et humaines réalisées grâce à la raison, telles que l'abolition de l'esclavage, la dénonciation du racisme et de toutes les formes de discrimination et d'intolérance, les droits syndicaux, la lutte pour la démocratie, l'engagement pacifiste contre la guerre. Allez, prenez vos livres à la page 192. Nous allons attaquer aujourd'hui le texte de François de Closets, extrait de son livre Le bonheur en plus, 1975. Le texte est intitulé « Il s'agit avant tout de vivre et d'être heureux ». Alors, avant de commencer la lecture et l'explication de notre texte, on va exploiter le paratexte, c'est-à-dire le titre du texte et le titre de l'œuvre de l'auteur. Alors, concernant le titre du texte, puisque le titre est mis entre guillemets, donc c'est une phrase du texte qui peut
nous aider à découvrir un peu le sens du texte. Alors, on essaie donc d'expliquer le titre. Nous avons la tournure impersonnelle. Il s'agit qui sert à généraliser et à englober la réflexion. Avant tout, cette expression signifie la priorité, l'urgence. Vivre, c'est-à-dire exister, mener une vie. Et c'est une conjonction de coordination qui sert à relier deux termes thématiquement inséparables. Être, c'est avoir un état, avoir une réalité, c'est aussi exister. Mais de quel état s'agit-il? Nous avons l'adjectif heureux qui renvoie au bonheur. Alors, en quoi consiste ce bonheur? Comment peut-on accéder au bonheur? Qu'est-ce qui peut empêcher le bonheur? Peut-être ce sont là les questions dont parle le texte. Passons à l'explication du titre de l'œuvre. Donc, à partir du titre, on comprend que, selon l'auteur, la priorité doit être accordée à la vie et au bonheur. Passons maintenant à l'explication du titre de l'œuvre d'où on a pris le texte, donc le bonheur en plus. Nous avons le mot bonheur, c'est une valeur universelle convoitée. Nous remarquons déjà que le titre du texte et le titre de l'œuvre se rencontrent au niveau du champ lexical de la béatitude. On peut déduire que l'auteur est à la recherche du bonheur. Et donc, l'énonciateur accorde une valeur fondamentale, voire prioritaire à l'existence et au bonheur. L'énonciateur encourage, initie, appelle, exhorte son énonciataire à un savoir-vivre, à un savoir-être. On peut parler dans ce sens que le texte a une dimension didactique. L'énonciateur vise à donner donc une leçon à son énonciataire. Nous passons à la lecture expressive du texte. Suivez, s'il vous plaît. Il s'agit avant tout de vivre et d'être heureux. N'est-il pas frappant de constater que nous manifestons tant d'agressivité, de tension et de frustration au milieu de nos prospérités, alors que l'on rencontre tant de gentillesse, d'urbanité et d'hospitalité dans des sociétés beaucoup plus misérables? Le moindre marché africain, la plus simple place de village arabe donne une leçon de savoir-vivre à nos Champs-Élysées, pour autant que le choc du monde moderne n'ait pas complètement dissocié le cadre traditionnel. Naturellement, les rapports humains ne sont pas toujours aussi faciles qu'il y paraît dans les pays pauvres et ils ne sont pas aussi mauvais qu'on pourrait le croire chez nous. Il n'en reste pas moins que nous avons fondé toute notre civilisation sur les sentiments de compétition et d'insatisfaction, sur les désirs de domination et de possession. Ce fut le secret de notre succès. Mais à présent que les résultats sont acquis, c'est les payer trop cher que de continuer à vivre de la sorte. Nous avons la possibilité de restaurer, et sur de meilleures bases, une société chaleureuse et fraternelle. Le temps n'est plus où la satisfaction de quelques-uns devait passer par la misère du plus grand nombre. Les biens matériels existent. Quand bien même nous déciderions de remplir nos obligations vis-à-vis des peuples pauvres, nous aurions encore de quoi vivre à l'aise, à l'abri des besoins. Dès lors, le problème n'est plus d'accumuler les richesses, d'augmenter le confort et de forcer la technique. En tout cas, ce ne doit plus être le problème essentiel. Il s'agit avant tout de vivre et d'être heureux. Or, on ne peut atteindre un bonheur authentique dans une société d'inégalité et de tension, dans une nature sale et dévastée, dans un climat général d'avidité et de conflit. Le monde de demain aura d'abord besoin de confiance, de justice, de tendresse, de beauté, de sérénité. La technique a fait ce qu'elle pouvait pour nous faciliter la vie, mais les robots sont incompétents en matière de sentiments. La simple raison nous instruit aujourd'hui de ces évidences. Demain, la leçon sera donnée par les faits. L'entreprise technicienne s'écarte toujours davantage de la personne humaine. Ce décalage sera de plus en plus fortement ressenti
tout citoyen verra la contradiction entre le possible et le vécu, que dénoncent aujourd'hui les critiques. C'est alors que les jeunes générations comprendront que notre héritage ne doit être accepté que sous bénéfice d'inventaire. En l'examinant plus en détail, ils découvriront pêle-mêle des machines fort utiles, des illusions dangereuses, mais ils ne trouveront aucun art de vivre, puissent-ils comprendre alors qu'il n'en existe pas sur la route que nous avons suivie. François de Closet, Le bonheur en plus, 1975. Alors pour étudier l'énonciation, nous remarquons bien également l'emploi de l'adjectif possessif « nos Champs-Élysées » à la ligne 4, « notre civilisation » à la ligne 8 et « notre héritage » à la ligne 27. Donc l'auteur parle à la première personne du pluriel pour impliquer son énonciataire. Et l'auteur est un écrivain français, européen, occidental, donc il implique tous les occidentaux et parle de l'homme occidental. Relevons d'autres indices toujours en rapport avec l'énonciation. Nous remarquons l'emploi de marché africain à la ligne 4, village arabe à la ligne 5. Donc, l'auteur parle aussi de l'homme africain et de l'homme arabe. Nous avons donc une référence à deux univers différents, l'univers des Occidentaux et l'univers des pays pauvres. Quand le texte est-il écrit? Alors toujours en rapport avec l'énonciation. Donc nous avons l'élément du paratexte en 1975, donc c'est un texte du XXe siècle, c'est un texte récent, contemporain. Il est étudié en rapport avec notre domaine d'étude du module « Regard sur la société d'aujourd'hui ». Comment le texte est-il écrit? Nous avons déjà relevé au début donc, de notre étude de l'énonciation la présence du pronom « nous » qui implique aussi l'énonciateur et c'est un indice de subjectivité. Nous relevons l'emploi intensif des connecteurs logiques. Pour autant, il n'en reste pas moins que, mais, dès lors, en tout cas, or, c'est alors que, vers la fin du texte, mais, alors, donc, l'implication de l'auteur, la présence des articulateurs logiques nous montre qu'il s'agit d'une prise de position, c'est-à-dire d'une argumentation. Ici, il faut qu'on se pose la question sur la stratégie argumentative de l'auteur et sur, bien sûr, la thèse qu'il va défendre dans son texte et des solutions qu'il va proposer à la fin de son raisonnement pour garantir le salut pour l'humanité. François de Closet part d'un constat. Alors, quel constat fait de Closet concernant le comportement de l'homme occidental et celui de l'homme africain ou arabe dans le monde d'aujourd'hui? Alors, attaquons le début du texte pour relever la phrase où nous remarquons le constat de François de Closet. Je lis la phrase. N'est-il pas frappant de constater que nous manifestons tant d'agressivité, de tension et de frustration au milieu de nos prospérités, alors que l'on rencontre tant de gentillesse, d'urbanité et d'hospitalité dans des sociétés beaucoup plus misérables? Nous remarquons l'emploi de « alors que », conjonction de subordination qui indique l'opposition. L'opposition entre quoi et quoi? Entre le monde occidental et le monde arabe ou africain. Cette opposition annonce déjà une comparaison entre ces deux univers opposés. Donc revenons au texte pour relever les indices qui nous indiquent la comparaison entre l'homme occidental et l'homme arabe ou africain. Commençons par le premier indice qui nous renseigne sur le comportement de l'homme occidental. Donc, nous manifestons tant d'agressivité, de tension et de frustration au milieu de nos prospérités. Observez les termes soulignés, agressivité, tension, frustration. Ce sont des termes de sens négatif, c'est le vocabulaire péjoratif qui évoque
les vices, les travers, et qui s'oppose au terme prospérité, qui est un terme de sens amélioratif, qui signifie l'opulence matérielle, le confort, la richesse. Donc, il s'agit du procédé de l'antithèse. L'auteur utilise l'antithèse pour mettre en exergue une dégradation morale dans le monde occidental, ce qui s'oppose à la vie prospère qui y règne. Nous avons tout de même remarqué l'emploi du vocabulaire péjoratif pour mettre l'accent sur les défauts et les vices de l'homme occidental, pour souligner une pénurie sentimentale et affective qui le caractérise. Donc, l'auteur souligne la froideur et l'affadissement affectif qui persistent dans la société occidentale et qui contrastent avec le confort et l'opulence qui y règnent. Relevons les indices en rapport avec l'homme arabe ou africain. Prenons la ligne 2 et 3. Je lis l'indice. L'on rencontre tant de gentillesse, d'urbanité et d'hospitalité dans des sociétés beaucoup plus misérables. Observez les mots-clés soulignés dans cette phrase. Donc, gentillesse, urbanité, hospitalité, ce sont des termes amélioratifs qui évoquent les qualités, les vertus, et qui s'opposent au terme misérable qui est un terme de sens négatif. Donc, il s'agit encore une autre fois de l'emploi de l'antithèse qui met en exergue un épanouissement des valeurs morales chez l'homme arabe ou africain, ce qui s'oppose à leur pauvreté. Nous remarquons tout de même l'emploi du vocabulaire amélioratif pour mettre l'accent sur les vertus de l'homme des pays pauvres. François de Closets alors célèbre la bonté, la gentillesse, la générosité et la bienveillance de l'homme africain et de l'homme arabe. Cette richesse morale, affective et sentimentale contraste avec une société marquée par la pénurie et la pauvreté matérielle. À partir de cette comparaison, nous remarquons alors des écarts entre l'homme de la civilisation occidentale et celui de la civilisation arabe ou africaine au niveau de leur comportement. Comment, donc, à partir des indices qu'on a relevés, comment l'énonciateur a-t-il mis en valeur ce comportement? On a bien remarqué qu'il s'agit de deux antithèses. Donc, l'énonciateur recourt à une double antithèse qui crée un paradoxe et qui met l'accent sur l'opposition entre les deux univers sur les plans matériels et éthiques. Il recourt également à l'emploi de deux champs lexicaux qu'on a remarqués tout à l'heure, opposés, l'un des défauts et l'autre des vertus. Alors, on doit savoir toujours comment François de Closets a-t-il mis en valeur ce constat. Remarquez bien que cette phrase est du type interrogatif. Donc, il s'agit ici d'une question oratoire qu'on appelle aussi rhétorique et qui traduit la subjectivité de l'auteur et dévoile son attitude hostile face au comportement des Occidentaux. Il amène donc son lecteur à réfléchir et donc son constat est subjectif. Quelle explication donne l'énonciateur à la dégradation éthique dans le monde occidental? Alors, nous revenons à notre texte pour faire un repérage textuel. Prenez s'il vous plaît la ligne 5. Donc, pour autant que le choc du monde moderne n'ait pas complètement dissocié le cadre traditionnel. Nous remarquons ici l'emploi de « pour autant que » qui est un procédé syntaxique à valeur restrictive. Nous remarquons également l'emploi de l'adverbe « complètement » qui est un modalisateur qui indique le jugement de l'énonciateur. Nous avons aussi l'emploi de la négation. Donc, François de Closets considère que les Occidentaux ont rompu avec le passé et se sont détachés des traditions, contrairement à l'homme arabe ou africain qui n'a pas dissocié le cadre traditionnel. C'est un indice relevé du texte, dans cette même phrase du constat de Le Closet. Prenons aussi l'indice à la ligne 8 et 9. Nous avons fondé toute notre civilisation sur les sentiments de compétition et d'insatisfaction, sur les désirs de domination et de possession. Observez les mots-clés. Vous avez compétition, insatisfaction, domination, possession. C'est le champ lexical de la cupidité. Observez bien aussi le temps verbal utilisé,
c'est le passé composé qui indique une action passée et ce qui nous renvoie à l'histoire. Donc, François de Closets, pour expliquer les écarts entre l'homme occidental et l'homme arabe ou africain, recourt à un argument historique. Il rappelle que les Occidentaux sont depuis longtemps ceux qui dominent, qui commandent, qui colonisent. Ils visent par excellence le pouvoir matériel, politique et technologique. Ces critères leur ont conféré le succès, la supériorité, la suprématie, l'orgueil, le prestige, mais les ont privés des valeurs humaines. Selon François de Closets, la société que les Occidentaux ont fondée est loin d'être chaleureuse et fraternelle, indice relevé à la ligne 11. Maintenant, on va savoir l'attitude de l'auteur vis-à-vis de la civilisation occidentale. Vous allez donc exploiter et expliquer le passage suivant de la ligne 16 jusqu'à la ligne 20. Prenons donc la ligne 16. Le problème n'est plus d'accumuler les richesses, d'augmenter le confort et de forcer la technique. Nous remarquons l'emploi des termes richesse, confort, technique, c'est le vocabulaire relatif à la matière et à la technicité qui montre que le principe fondamental de la civilisation occidentale est le gain matériel. Alors, ces termes renvoient aux principes, aux critères, aux bases sur lesquelles s'appuie la civilisation occidentale. Nous remarquons tout de même l'emploi de l'accumulation. L'accumulation de ces principes, c'est un procédé d'écriture qui insiste bien sur les principes de base sur lesquels s'appuie la civilisation occidentale. Et par l'emploi de la négation, ne plus, nous remarquons que ces principes sont rejetés, niés par l'auteur. Donc, la civilisation occidentale, selon François de Closets, consiste à privilégier l'entreprise technicienne au détriment de la personne humaine et à favoriser le gain matériel. Prenons d'autres indices à la ligne 18, 19 et 20. Or, on ne peut atteindre un bonheur authentique dans une société d'inégalité et de tension, dans une nature sale et dévastée, dans un climat général d'avidité et de conflit. Les termes soulignés, nous renvoient aux vices et aux travers. Il s'agit d'une accumulation donc des vices et des travers qui règnent la civilisation occidentale. Ces travers représentent le mode de vie, la ligne de conduite des Occidentaux et les conséquences terribles et désastreuses qui en résultent. Donc, François de Closets dénonce la civilisation occidentale à laquelle il appartient. Comme il démasque les principes sur lesquels elle se base, en effet, ce comportement horétique privilégie l'entreprise technicienne et économique sur la personne humaine et ne peut offrir que des illusions dangereuses. Donc, il s'agit d'une critique de la civilisation occidentale. Après avoir présenté son constat et l'avoir expliqué, François de Closets présente maintenant sa thèse à la ligne 17. Alors, relevant la thèse de l'auteur dans le texte, il s'agit avant tout de vivre et d'être heureux. Donc, je vous rappelle qu'on a déjà expliqué cette phrase du texte lorsqu'on a expliqué au début de la séance le titre du texte. Donc, François de Closets accorde une valeur fondamentale, voire prioritaire à l'existence et au bonheur. Alors, selon l'auteur, est-il encore possible de remédier aux erreurs commises par l'homme occidental des sociétés modernes pour pouvoir profiter du bonheur? Dans ce cas, nous allons nous référer toujours au texte pour pouvoir répondre à cette question. Donc, nous allons exploiter la phrase suivante. Ligne 18, 19, 20. Or, on ne peut atteindre un bonheur authentique dans une société d'inégalité et de tension, dans une nature sale et dévastée, dans un climat général d'avidité et de conflit. Nous remarquons l'emploi
de l'adversatif or qui sert à présenter un nouvel argument dans un raisonnement, à souligner une opposition. Nous remarquons tout de même l'emploi de la négation. Selon François de Closets, le bonheur étouffe au milieu des vices et des travers qui caractérisent la société occidentale. Sa critique, donc, est constructive, car il propose dans une dernière étape de son raisonnement des solutions pour atteindre le bonheur authentique. Donc, voyons les solutions proposées par François de Closets dans cette partie du texte à la fin de son raisonnement. L'énonciateur propose à son énonciataire des solutions qui garantissent le bonheur recherché, ce qu'il appelle l'art de vivre, voire le salut. Alors, pour relever ces solutions, nous revenons toujours au texte. Prenez s'il vous plaît les lignes, donc à partir de la ligne 10 jusqu'à la ligne 15. Donc, nous avons dans ce paragraphe, de la ligne 10 jusqu'à la ligne 15, nous remarquons l'emploi de l'adversatif « mais ». Nous avons aussi l'emploi de quand bien même un connecteur logique qui exprime aussi la concession. Vous remarquez bien l'emploi de deux procédés de l'opposition qui insistent bien sur la distanciation de François de Closets par rapport aux Occidentaux et à leur choix. Nous remarquons aussi le ton verbal utilisé, le présent, la redondance toujours du pronom nous qui implique l'énonciataire. Donc voici les indices qu'on a relevés ensemble. Selon François de Closets, l'espoir existe, persiste pour redonner sens à la vie, réhabiliter les valeurs humaines et pour être heureux. Il est encore possible de remplir les obligations envers les peuples pauvres tout en vivant à l'aise, en étant à l'abri des besoins. Relevons d'autres indices du texte, toujours dans le même passage, donc à la ligne 20-21, le monde de demain aura d'abord besoin de confiance, de justice, de tendresse, de beauté, de sérénité. Observez les mots clés dans cette phrase. Il s'agit de valeurs recherchées. Il s'agit aussi du procédé de l'accumulation. Donc, c'est l'accumulation des valeurs humaines qui disparaissent dans le monde occidental et que la machine reste inapte à procurer. Ce sont les ingrédients du bonheur qui sont capables de sauver la société occidentale en lui donnant toute l'affection nécessaire à son épanouissement. Selon François de Closets, le bonheur ne consiste pas à posséder le bien matériel, mais plutôt à avoir les valeurs éthiques et universelles. L'auteur propose alors la solution ultime pour apporter la compensation idéale à une société déséquilibrée en se référant à la raison. La simple raison nous instruit aujourd'hui de ces évidences. Ligne 23. L'auteur vise donc une intervention urgente de la raison pour éviter dans le monde de demain ce qu'il appelle les illusions dangereuses à la ligne 29, voire les promesses trompeuses de la technicité. Pourquoi ? Selon François de Closets, car l'héritage de la civilisation occidentale offert aux jeunes générations est composé de pêle-mêle de machines fort utiles à la ligne 28. Il est composé aussi des illusions dangereuses qu'on relève à la ligne 29. Et cet héritage, il est sans aucun art de vivre. Revenons sur ces indices pour les analyser. Vous avez pêle-mêle un adverbe modélisateur qui exprime l'idée du désordre. Fort utile. Donc, nous renvoie un autre indice à la ligne 21 pour nous faciliter la vie. Donc, il s'agit ici d'une référence à l'opulence matérielle, à la richesse et au confort. Alors, les illusions dangereuses, ce sont des promesses trompeuses. Donc, il s'agit d'un avenir incertain, là où rien n'est sûr, rien n'est garanti. C'est quoi l'art de vivre ?
selon De Closet, donc c'est la quiétude, la sérénité, les valeurs humaines et éthiques qui sont absentes, inexistantes dans ce monde. Et cette idée est mise en valeur par l'emploi de la négation absolue. François de Closet met l'accent sur l'invasion déraisonnable et irrationnelle de la technicité qui affadit les relations humaines et qui prive l'homme occidental de la sérénité et du bonheur. Selon lui, l'héritage est déficitaire et qu'il faut refuser. Il invite les Occidentaux à s'approprier la sagesse et la lucidité et à remédier à leurs erreurs pour assurer un équilibre entre la technique et l'éthique. De même, il recommande de garantir un avenir meilleur et authentique aux générations futures pour atteindre le bonheur convoité. Cette idée est soulignée par l'emploi de plusieurs procédés d'écriture dont on cite. Revenons à notre texte pour relever donc les procédés d'écriture qui mettent en valeur cette idée. Donc c'est à la fin du texte. Demain, la leçon sera donnée par les faits. C'est alors que les jeunes générations comprendront que notre héritage ne doit être accepté que sous bénéfice d'inventaire. En l'examinant plus en détail, ils découvriront pêle-mêle des machines fort utiles, des illusions dangereuses, mais ils ne trouveront aucun art de vivre. Puissent-ils comprendre alors qu'il n'en existe pas sur la route que nous avons suivie? Donc nous remarquons l'emploi des verbes à l'impératif. Nous remarquons tout de même l'emploi de la métaphore, notre héritage, la restriction ne que. On va voir donc en détail ces procédés utilisés. Donc la fréquence des verbes au futur sera, verra, comprendront, découvriront, trouveront. Donc l'emploi du futur indique le changement. Alors, cette fréquence de l'emploi du futur est très significative. Le futur renvoie à l'avenir qu'il faut prévoir en se basant sur la raison. Le champ lexical du discernement et de la lucidité est relevé à partir des termes verra, comprendront, en l'examinant, découvriront. Donc, ce champ lexical appelle au recours à la raison. Donc la métaphore, notre héritage ne doit être accepté que sous bénéfice d'inventaire. Nous avons aussi l'emploi de la restriction ne que qui traduit la nécessaire intervention de la raison. Nous avons aussi l'emploi de l'inversion du sujet dans la dernière phrase du texte. Puisse-t-il comprendre alors qu'il n'en existe pas sur la route que nous avons suivie, donc qui permet à l'auteur de lancer un cri alarmant pour appeler son énonciataire à changer de comportement et à faire soumettre son choix à la raison. L'auteur prévoit la réaction des jeunes face à la situation désastreuse due au mauvais choix de leurs prédécesseurs pour prévenir ses compatriotes contre les effets néfastes de cette civilisation. Il les appelle également à changer de comportement puisque, selon lui, la cause n'est pas encore perdue et que la possibilité de restaurer reste toujours garantie par la raison, source et origine du salut. Je vous lis la synthèse. François de Closet adopte une stratégie argumentative qui implique l'énonciataire et l'invite à une lecture réflexive. En effet, il part d'un constat subjectif basé sur la dénonciation de la dégradation morale qui règne dans la société occidentale dont les valeurs sont marquées par une pénurie affective malgré l'opulence et le succès. Il contraste ses fondements au portrait modeste et bienveillant de l'homme des pays pauvres dont il fait l'éloge et qui jouit de valeurs éthiques et de bonheur authentique. Il a appuyé son constat par des raisons qui montrent les limites de la technicité, garantissant la force, la puissance, le pouvoir, le prestige, mais étouffant tout ce qui est humain.
Ce raisonnement lui permet de défendre sa thèse à travers laquelle il appelle les Occidentaux à reconsidérer l'ordre de leurs priorités et à redonner sens à leur vie en accordant une valeur fondamentale, primordiale à l'existence et au bonheur par le biais de la raison, seul et ultime moyen de salut. Grâce aux solutions proposées par l'auteur, cette critique s'avère constructive. Ainsi, nous aboutissons à la fin de notre séance. Merci de votre attention.